Frankreich-Block ist heute wieder bei der Commission nationale consultative des droits de l'homme. À côté de moi, c'est la présidente, Madame Lazerge. Bonjour, Madame Lazerge. Bonjour, comment allez-vous? Je suis bien. contente de pouvoir vous parler. Oui. On voulait d'abord parler de la CNCDH. Vous avez surtout 3 attributions. Vous faites des rapports et vous êtes consulté par le gouvernement et vous pouvez vous autosaisir. Oui, la CNCDH, elle est une institution indépendante de protection et de promotion des droits de l'homme. Et nous avons aussi une mission d'éducation aux droits de l'homme. Et c'est dans le cadre de cette mission-là, d'ailleurs, que j'interviens avec beaucoup de plaisir sur le blog de M. Wittmann. Notre façon d'interagir avec le gouvernement est soit de nous autosaisir de sujets difficiles, délicats concernant les droits fondamentaux, par exemple en ce qui concerne le racisme ou l'immigration, le droit d'asile, ou d'attendre d'être saisi par un membre du gouvernement et précisément sur ce sujet du droit d'asile et du droit des étrangers, nous avons été saisis par le ministre de l'Intérieur d'un avis que nous allons rendre dans quelques jours. Nous avons aussi été saisis par le ministre de la Justice de la question des mineurs détenus dans nos établissements pénitentiaires. Et j'ai rencontré la garde des Sceaux hier matin pour lui remettre nos conclusions sur ce sujet des mineurs privés de liberté. Et donc la CNCDH, elle est en conseil du Parlement et du gouvernement. Elle est aussi en contrôle à l'international du respect par la France des engagements internationaux pris par notre pays. Il y a 8 conventions internationales qui ont trait aux libertés et droits fondamentaux ou aux droits de l'homme. Et pour ces 8 conventions, nous intervenons devant les organes onusiens de contrôle du respect par les États de leurs engagements. Si on dit que le gouvernement vous consulte, le gouvernement a aussi un droit de vous consulter, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, chaque fois que le gouvernement nous saisit par une lettre de saisine, il use de son droit de nous consulter. Et nous-mêmes, lorsque nous ne sommes pas officiellement consultés, nous avons le droit de nous autosaisir, ce qui garantit la liberté, notre liberté dans les sujets que nous travaillons. Il faudrait quand même encore une fois revenir sur cette expression. Vous êtes en principe une commission gouvernementale, mais indépendante. Non, nous ne sommes pas une commission gouvernementale. Non. Nous précisons cela. Oui, nous sommes une institution de la République qui est accréditée par les Nations Unies précisément pour être en contrôle à l'international des engagements de la France. Et cette accréditation par les Nations Unies suppose que notre commission soit indépendante et pluraliste. Maintenant, ce qui est exact, c'est que nos financements, notre budget, vient de l'État. Et nous entretenons des relations étroites avec le ministère des Affaires étrangères, mais également avec d'autres ministres. Mais nous ne recevons aucune injonction d'État, aucune pression, et ceci est parfaitement respecté. Mais vous faites aussi, si j'ose dire, de la publicité pour les droits de l'homme. De la publicité, en tout cas de la formation et de l'éducation aux droits de l'homme, Je devrais dire plus précisément, vous agissez en faveur des droits de l'homme. C'est notre raison d'être. C'est très exactement notre raison d'être. Et auprès des élèves, nous participons à la préparation de documents pour les enseignants sur un certain nombre de grands sujets, comme la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, ou encore l'accès égal à l'éducation, ou encore l'accès égal à la santé, ou encore la mise en œuvre du droit d'asile, et bien d'autres encore. Et vous faites régulièrement chaque année des rapports, n'est-ce pas? Oui, la loi nous a missionnés pour être rapporteur national sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Et
dans cette mission, nous devons remettre au Premier ministre chaque année un rapport sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie que j'ai remis au Premier ministre cette année, le 21 mars, journée choisie par les Nations Unies sur la lutte contre les discriminations. Dans ce rapport, vous dites qu'il y a une stabilisation de l'indice de tolérance en 2017. Qu'est-ce que c'est cet indice de tolérance? Cet indice de tolérance est une construction de 2 équipes de recherche universitaire avec lesquelles nous travaillons, et il est d'autant plus intéressant qu'il a été construit il y a une vingtaine d'années, et que donc nous pouvons suivre chaque année ce qu'il en est de la tolérance des Français en se fondant sur un échantillon représentatif de la population vivant dans ce pays. Et l'enquête est conduite en posant 67 questions à chaque personne de cet échantillon. 67 questions en face à face, donc pas par Internet, ce qui permet un vrai entretien entre le sociologue qui mène l'enquête et la personne qui est interviewée. Et ce bouquet de 67 questions permet au final de calculer quel regard les Français portent sur les Roms, par exemple, dans quelle situation d'exclusion ou de non-exclusion sont les Juifs, les musulmans ou les personnes originaires du Maghreb, ou les Asiatiques, ou d'autres encore, dans notre pays. Et cet indice de tolérance, depuis le début des années 90, a augmenté régulièrement, comme si les habitants de ce pays s'ouvraient plus facilement à la différence, s'ouvraient plus facilement à la richesse dans la rencontre d'autrui différents et n'étaient pas repliés sur eux-mêmes. Mais en 2005, il y a eu des incidents assez graves en banlieue parisienne, et la façon dont le ministre de l'Intérieur de l'époque en a parlé a fait chuter l'indice de tolérance. Je veux dire par là que la parole publique sur ces questions est d'une importance majeure. La parole publique peut inquiéter le citoyen ou au contraire l'apaiser dans les peurs légitimes ou illégitimes qu'il peut avoir. Donc on a eu une chute en 2005-2006 après ces événements très bien répertoriés, et puis une remontée de l'indice de tolérance et à nouveau une chute au moment de la crise économique de 2008. Et de façon très intéressante, à partir de 2015, les premiers attentats terroristes, l'indice de tolérance a remonté, comme si, dans la société française, on ressentait à ce moment-là un besoin de meilleure cohésion nationale. Il y a d'ailleurs eu en France des grandes manifestations de solidarité nationale à l'égard des victimes. Cela se reflète dans cette courbe. Absolument. C'est-à-dire que l'indice de tolérance, au lieu de chuter au moment des premiers attentats terroristes, se stabilise puis remonte. Et on est arrivé là maintenant, en 2017, à une nouvelle stabilisation à un niveau assez élevé. Donc, ça ne veut pas dire qu'en France, on n'est pas raciste. Ça veut dire simplement qu'il y a une ouverture à l'étranger, ou à une ouverture à celui dont la religion est différente, qui est plutôt plus grande. Et qu'il y a donc peut-être moins de préjugés qu'il y en a eu. Mais ça ne nous empêche pas d'être extrêmement inquiets au sujet du déferlement de haine sur Internet et d'être extrêmement inquiets au sujet d'actes de violence extrême, par exemple à l'égard de personnes juives. Voilà. Donc, il n'y a pas de lien direct, on mesure des choses différentes, entre l'indice de tolérance et la criminalité fondée sur le racisme ou l'antisémitisme. On ne mesure pas la même chose. Vous avez parlé des Juifs. Est-ce qu'il y a un regain de l'antisémitisme observé en France ?
c'est un peu compliqué. Notre indice de tolérance montre que la communauté juive est la communauté la mieux acceptée en France, mais que par contre, dès qu'on creuse un peu, on n'arrive pas à se défaire de deux vieux préjugés. Les Juifs ont plus d'argent que d'autres et ont plus de pouvoir que d'autres. Donc la communauté est bien intégrée, mais il reste ces deux préjugés qui ne sont pas déconstruits. Par ailleurs, il y a une nouvelle judéophobie qui est liée au conflit entre Israël et la Palestine. Et qui est vraiment liée au conflit entre Israël et la Palestine, mais qui fait renaître un certain antisémitisme qui n'est pas du tout de la même nature que l'antisémitisme classique, ancien. Vous avez évoqué aussi le fait que vous allez alerter le pouvoir public à cause du chiffre noir. Oui. C'est-à-dire... Oui, le chiffre noir, c'est le chiffre des faits délictueux qui ne sont portés à la connaissance ni de la police ni de la justice. Ce chiffre noir a plusieurs causes. L'une de ces causes, c'est que beaucoup d'infractions de nature raciste sont des infractions du type de l'insulte ou de l'injure, et que pour cela, on ne va pas déposer plainte. Donc la justice en a rarement connaissance, en tout cas ce dont elle a connaissance n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et nous voudrions, dans nos recommandations, nous voudrions que le dépôt de plainte soit beaucoup plus facile. Par exemple, on puisse déposer plainte en ligne, et puis nous voudrions aussi qu'on soit mieux accueillis dans les postes de police et de gendarmerie lorsqu'on dépose plainte pour des faits de ce type. Il est quand même encore classique en France que le gendarme ou le policier vous dise « oh ben, c'est pas si grave, on va pas dresser procès verbal pour cela ». Oui. Évidemment, on dresse procès verbal s'il y a des violences physiques. Mais les faits de violence ont plutôt tendance à diminuer, mais le degré de violence a plutôt tendance à augmenter. C'est-à-dire quand on a des faits de violence, c'est des faits de violence très graves. Vous évoquez aussi une dangereuse forme d'accoutumance au racisme ordinaire. Oui, dans les cours d'école, dans la rue, ils s'échangent des paroles qui ne devraient plus exister dans une démocratie comme la France, attachée aux droits de l'homme, attachée à l'égalité, à la fraternité. Et nous pensons que pour avancer dans la lutte contre le racisme, on peut résumer les choses en deux mots. 1, éducation. 2, culture. Dès que l'on est d'un niveau d'études assez élevé, ou dès que l'on a un peu voyagé, ou si ce sont les deux à la fois, on est d'un niveau d'études assez élevé et on a beaucoup voyagé, les comportements racistes fondent comme neige au soleil. Donc, les préjugés qui sont à l'origine du racisme, de toutes les formes de racisme, ils se déconstruisent par l'éducation et par la culture. Oui. J'ai encore une dernière question double. Quelles sont vos principales recommandations qui sortent de votre rapport sur le racisme, et quel est votre espoir que le pouvoir public les suive? Alors là, nous avons bon espoir parce que la CNCDH a des relations tout à fait positives et étroites avec le ministère de l'Éducation nationale et qui contribue d'ailleurs à la préparation de notre rapport. Et comme nos deux mots-clés, comme je l'ai dit, sont éducation et culture, nous considérons, et nous avons des partenaires qui essayent de le mettre en œuvre, nous considérons que dès la première année d'école maternelle, et pour cela il est important que les enfants aillent très tôt à l'école, et d'autant plus quand ils appartiennent à des familles où on leur monte la tête de préjugés. Nous considérons que c'est pas quand on devient adolescent qu'il faut instruire sur tout ce cas de dévastateur, le racisme. C'est dès l'âge de 2 ans, 3 ans. C'est tout petit, tout petit. Et donc nous comptons beaucoup sur l'école en France, sous toutes ses formes, et nous comptons beaucoup sur le développement, sur le travail de multiples associations dans le domaine culturel et l'ouverture des populations les plus fragiles, les plus vulnérables, qui sont celles qui ont le plus peur des étrangers, à une culture qui permet d'entrevoir combien est riche la connaissance de l'autre différent de soi. Merci bien. Ça Madame va ? Oui, c'est très bien. Merci bien, Madame la Présidente. Merci beaucoup de notre entretien.